Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la maladie d'Alzheimer et des syndromes apparentés. Bonjour à tous. Le cours aujourd'hui s'intitule Maladie d'Alzheimer et syndrome apparenté. Il existe plusieurs formes de démence. Les démences dégénératives, la plus connue est la maladie d'Alzheimer, qui est également donc la plus fréquente, mais il existe d'autres types de démences dites dégénératives, comme la maladie à corps de Lewy, la dégénérescence lobaire frontotemporale, ou des démences associées à des syndromes parkinsoniens, qui ne sont pas une maladie de Parkinson. Et il existe des démences non dégénératives, qui sont d'origine vasculaire. Par exemple, quelqu'un qui va faire un accident vasculaire cérébral et qui va présenter des séquelles sur le plan cognitif. C'est ce qu'on appellera une démence vasculaire. Et puis il existe des démences mixtes qui associent à la fois une part neurodégénérative et une part vasculaire. Alors, tout d'abord, un peu d'histoire. Alois Alzheimer, bla 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 bla. Sur le plan de l'histoire, juste pour vous parler un petit peu de la personne qui a donné son nom à la maladie d'Alzheimer, donc Alois Alzheimer, il est né en 1864, il est décédé en 1915, il est décédé avant que la maladie ne porte son nom. Il est né en Bavière. Ce qui est assez intéressant, c'est que le sujet de sa thèse n'avait strictement rien à voir avec les pathologies neurodégénératives, puisqu'elle portait sur les glandes productrices de cérumen. C'est à l'origine un neuropathologiste et un psychiatre qui est décédé à Breslau des suites d'une endocardite. Le premier cas connu de maladie d'Alzheimer concerne une patiente relativement jeune de 51 ans, dont le cas a été étudié donc, par Alois Alzheimer, et qui, au décès de cette patiente, au moment de l'examen microscopique de son cerveau, on a découvert ce qu'on appelle les plaques séniles. Cette patiente présentait des troubles du comportement à type d'idées délirantes, de persécution, d'idées de jalousie à l'encontre de son époux. Elle était déjà, au moment du diagnostic, elle présentait déjà une pathologie neurodégénérative qui semblait avancer avec des complications à type de troubles du comportement. Le cas de cette patiente a été publié en 1906 et Kraepelin a proposé que le nom d'Alzheimer soit associé à la maladie en 1912, donc plusieurs années après. Donc la présentation clinique est relativement variable. Il est d'abord reconnu que la maladie d'Alzheimer évolue de manière progressive et lente. En réalité, l'évolution est très différente d'un sujet à l'autre. Ce qui est certain, c'est que le délai entre le début des symptômes et la consultation qui amène au diagnostic de la maladie d'Alzheimer est beaucoup trop long. Les patients sont amenés en consultation alors qu'ils présentent déjà des complications de ces maladies neurodégénératives et particulièrement des troubles du comportement qui sont gênants pour l'entourage. Il existe également, et ça c'est important de le souligner, une phase préclinique où la maladie est déjà en train de s'installer sur le plan neuropathologique sans qu'il n'y ait vraiment de symptômes sur le plan clinique. Et la maladie évolue grossièrement sur une dizaine d'années avant le décès du patient. Alors il existe plusieurs stades dans les pathologies neurodégénératives. Ces stades sont évalués à l'aide d'outils, le plus connu étant le MMSE. Alors le MMSE n'est pas un outil qui est propre à la maladie d'Alzheimer, il est utilisé pour toutes les pathologies neurodégénératives et le MMSE permet de statuer sur le stade de la maladie. Ce n'est pas un outil diagnostique, c'est vraiment un outil de suivi. Il est coté sur 30, donc on parle d'une maladie qui est à un stade léger quand le score est entre 20 et 30, modéré entre 10 et 20, et sévère quand le patient présente un MMSE inférieur à 10. Donc cette diapositive qui date un petit peu, mais les choses sont encore superposables à l'heure actuelle, permet de voir un petit peu le profil des patients qui ont des pathologies neurodégénératives en termes de stade. On s'aperçoit quand même que les maladies neurodégénératives modérément sévères, sévères à très sévères, représentent encore la majorité des patients aujourd'hui.
Cette diapositive met en lumière que le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est tout simplement l'âge, c'est-à-dire que plus on vieillit et plus on risque de présenter une maladie d'Alzheimer. Comme vous savez que la population est actuellement vieillissante, c'est la raison pour laquelle on constate qu'il y a de plus en plus de pathologies neurodégénératives et particulièrement de maladies d'Alzheimer. Donc, en dehors de l'âge, qui est le facteur de risque le plus connu de développer une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer, il existe d'autres facteurs de risque, notamment des facteurs de risque génétiques et des antécédents familiaux, particulièrement chez les gens qui développent des maladies neurodégénératives à des âges très jeunes. Hein. On voit encore des gens qui ont des maladies neurodégénératives à 40 ans et déjà à des stades sévères. Il existe d'autres facteurs de risque qui sont supposés être des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'aucun essai clinique randomisé n'a permis vraiment de valider cette théorie, mais il y a de multiples études de type épidémiologique qui permettent de penser qu'il existe des facteurs de risque de développer des maladies d'Alzheimer, notamment des facteurs de risque nutritionnels, des facteurs de risque de type environnementaux, l'inflammation, une exposition à certaines hormones qui pourraient effectivement favoriser le développement de pathologies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer est une maladie relativement insidieuse. Ses débuts, effectivement, peuvent parfaitement passer inaperçus auprès de la famille notamment. Sa durée totale est d'environ de 8 à 12 ans, donc c'est très variable d'un sujet à l'autre, mais la moyenne, c'est celle-ci, on dit à peu près 10 ans. Et les 4 dernières années de ces patients sont très souvent médicalisés, donc des patients institutionnalisés et des patients qui sont relativement souvent hospitalisés, donc des patients consommateurs de soins. Alors, comment on porte un diagnostic de maladie d'Alzheimer? Alors, il doit être mené, ce diagnostic, selon des procédures qui sont recommandées par la haute autorité de santé. Il existe un faisceau d'arguments qui va faire penser qu'il existe une pathologie neurodégénérative. Nous n'aurons pas de diagnostic de certitude. Si on voulait vraiment faire un diagnostic de certitude, il faudrait faire tout simplement un examen microscopique du cerveau de chaque patient à son décès. Donc en réalité, c'est un faisceau d'arguments qui va nous faire penser qu'il existe une maladie neurodégénérative et notamment une maladie d'Alzheimer. Donc c'est d'abord et avant tout l'histoire cognitive, on va y revenir, l'évaluation neuropsychologique et donc la passation des tests, l'examen clinique et puis évidemment la réalisation d'examens complémentaires. Donc si on parle d'abord de l'histoire cognitive, c'est avant tout une plainte mnésique, une plainte de la mémoire, c'est le signe essentiel. Voilà. Trouble de la mémoire qui porte sur les faits récents. C'est-à-dire que les personnes sont incapables d'enregistrer les informations nouvelles. Ce trouble de la mémoire apparaît de manière progressive, d'accord, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il existe un retentissement sur la vie quotidienne. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces troubles de la mémoire va engendrer des difficultés sur le plan de l'autonomie. Voilà. Ça, c'est très important, le fait qu'il y ait un retentissement sur la vie quotidienne, parce qu'il peut exister des troubles cognitifs qui sont liés au vieillissement de manière physiologique, hein, mais qui n'ont pas de retentissement sur la vie quotidienne. Quand on est dans la pathologie, il existe un retentissement sur la vie quotidienne. Il y a d'autres signes d'appel dans la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas uniquement une maladie de la mémoire, la maladie d'Alzheimer. Il va y avoir des modifications, notamment sur le plan du comportement et sur le plan de l'humeur. C'était le cas de ce fameux premier cas, Madame Fro, qui présentait au premier plan des troubles du comportement. Elle a type d'idée délirante, mais il existe d'autres troubles du comportement qui peuvent souvent passer inaperçus. On appelle ça des troubles du comportement plutôt négatifs, comme le repli social, l'apathie, qui peut parfois être pris pour de la dépression, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, loin de là, et aussi une diminution des intérêts pour les activités de loisirs antérieures. Ça, c'est vraiment des symptômes qui doivent nous alerter. D'autres symptômes à rechercher lors de l'interrogatoire, des problèmes de langage, hein, c'est souvent le désordre le plus souvent rapporté par le patient et les familles hein, après les troubles de la mémoire. Alors au début, ça va être juste des difficultés à dénommer certains objets, qui va être compensé par l'utilisation de périphrases. Et puis au cours de la maladie, hein, quand elle va s'aggraver, évidemment, le langage va être impacté de manière plus importante. Et il existe aussi des troubles des praxies. Donc la praxie, c'est la capacité à réaliser certains gestes de la vie quotidienne, des difficultés à utiliser le couteau et la fourchette, par exemple, lorsqu'on va manger, des difficultés à
à être capable donc de s'habiller par exemple. Ça, ce sont d'autres signes. Donc tout ce qui est histoire cognitive, c'est très important. Ça se fait à l'aide du patient, mais pas uniquement. Il est très important d'interroger l'entourage, la famille, mais également l'entourage professionnel du patient quand on veut bien faire l'histoire cognitive. Après l'histoire cognitive, on fait ce qu'on appelle une évaluation cognitive. Donc quand on est en consultation, on fait une évaluation cognitive dite rapide. On va faire un MMSE. Donc le MMSE, je vous ai dit, ce n'est pas du tout un test à visée diagnostique, c'est un test à visée de sévérité. Et il n'est pas spécifique de la maladie d'Alzheimer. Aucun de ces tests d'ailleurs n'est spécifique de la maladie d'Alzheimer. On va quand même faire un MMSE. Donc c'est ce que vous voyez sur votre droite. Alors c'est un test qui permet d'évaluer l'orientation temporo-spatiale. Il y a des items aussi sur l'attention, des items de concentration, des items qui portent sur le langage, sur les praxis. Donc c'est relativement large. Il est donc noté sur 30. On va faire ensuite ce qu'on appelle le test des 5 mots. Donc les 5 mots que vous voyez dessous, musée, limonade, sauterelle, passoire, camion, hein, le test des 5 mots de Dubois. Des tests de fluence verbale pour voir un petit peu comment le sujet se comporte en termes de langage. Donc, il y a d'abord le langage spontané lors de l'interrogatoire hein, qu'on va pouvoir analyser. Et puis, on a des tests un petit peu plus aboutis sur l'évaluation du langage oral. Et on fera aussi ce qu'on appelle le test de l'horloge. Alors, si on voit un petit peu mieux le test de l'horloge dans la diapo qui suit, donc ça, c'est le test de l'horloge. Alors, on a la possibilité de faire de réaliser le cercle à la place du patient. Et après, on va lui demander tout simplement de placer les chiffres de l'horloge et puis surtout de placer les aiguilles. Et on ne peut pas leur demander de positionner n'importe quelle heure. Hein. Notamment, là, on a pris 10h10. Il y a d'autres heures qui sont validées, notamment 11h10. Voilà. On va demander au patient de positionner les aiguilles correctement, l'aiguille donc des heures et l'aiguille des minutes. Et ça, c'est typiquement le type d'horloge qu'on pourra avoir chez des patients qui ont des troubles neurodégénératifs, donc pas spécialement une maladie d'Alzheimer, mais qui ont des troubles de la mémoire, avec donc une incapacité à placer les chiffres correctement et également des difficultés pour placer les aiguilles. En ce qui concerne le test des 5 mots de Dubois, on va tout simplement énoncer les 5 mots au patient en lui demandant de bien les mémoriser, en lui expliquant que on va lui demander de les répéter. Et on va aussi lui donner des indices. Donc l'indice du mot musée, ça va être bâtiment. L'indice du mot limonade, ça va être boisson. L'indice du mot sauterelle, ça sera insecte. L'indice du mot passoire, ça sera ustensile de cuisine. Et l'indice du mot camion, ça sera véhicule. Et on va lui demander, quand il a terminé de les mémoriser, on va faire ce qu'on appelle directement le rappel immédiat. C'est-à-dire qu'on lui demandait tout simplement de nous répéter les 5 mots. Voilà. Il peut se rappeler des 5 mots. On parlera d'un rappel immédiat libre à 5 sur 5. Mais s'il ne se rappelle pas des 5 mots, par exemple 3 mots, on dira qu'il a un rappel libre immédiat à 3 sur 5. Et pour les mots qu'il aura oubliés, on va lui indicer. On va lui donner des indices. Donc s'il a oublié passoire, on lui dira c'était un ustensile de cuisine. Et s'il s'en rappelle, alors on pourra dire qu'il a un rappel libre immédiat indicé, évalué à 5 sur 5 s'il ne lui manquait que le mot passoire et qu'il a pu récupérer avec l'indissage. C'est important parce qu'avec la maladie d'Alzheimer, on ne récupère pas avec l'indissage, ce qui n'est pas le cas avec d'autres pathologies neurodégénératives. Ça, c'est le rappel libre. Et puis, il existe ce qu'on appelle un rappel différé, c'est-à-dire qu'on va faire exactement la même chose 10 minutes après le rappel immédiat. Pendant ces 10 minutes, on fait ce qu'on appelle une tâche interférente et c'est bien souvent le test de l'horloge qu'on effectue. On va demander exactement la même chose concernant les 5 mots du Dubois. On va demander au patient de nous énumérer les 5 mots avec le rappel différé libre et le rappel différé indicé. Le normal étant un score à 10 sur 10. Le normal, c'est vraiment sur le rappel notamment différé. Hein. On va calculer ce qui a été rappelé en différé immédiat et en différé indicé. On le cotera sur 10.
Ce qui est très important, et je réinsiste là-dessus, c'est que vraiment les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer va avoir un retentissement sur le fonctionnement quotidien. Et d'abord et avant tout sur ce qu'on appelle les activités un peu complexes pour les sujets, c'est-à-dire la capacité à utiliser les transports en commun, le fait de pouvoir gérer ses finances, de prendre ses médicaments, d'utiliser les moyens de communication dits modernes. Ça va d'abord toucher ces activités dites complexes. Et puis quand la maladie va vraiment évoluer, évidemment, il y aura un retentissement sur les activités dites plus simples, et notamment sur ce qu'on appelle la capacité à se laver, à s'habiller, à manger, à se mouvoir tout seul. La maladie d'Alzheimer touche le fonctionnement quotidien des patients et va donc retentir sur l'autonomie. Dans la phase asymptomatique, comme vous pouvez le voir, il existe déjà un retentissement sur le plan de l'autonomie fonctionnelle et particulièrement, donc je vous l'ai expliqué, sur les actes un peu complexes. D'accord ? Et puis très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans un fonctionnement dit physiologique qui est lié à l'âge, le sujet va avoir un retentissement sur son autonomie avec une entrée dans la dépendance qui sera beaucoup plus rapide, évidemment, que chez un sujet qui va vieillir de manière physiologique. Avec d'abord une phase asymptomatique, une dépendance d'abord fonctionnelle sur les activités complexes, puis sur les activités dites plus simples, et puis une entrée dans la dépendance totale et donc forcément un décès plus précoce que chez un sujet qui n'a pas de pathologie neurodégénérative. Donc, la maladie d'Alzheimer, vous l'avez compris, ce n'est pas uniquement une pathologie de la mémoire, elle va engendrer des complications dites psychocomportementales qui sont souvent les plus gênantes pour les familles. Elle va toucher l'autonomie, on l'a vu, et favoriser l'entrée dans la dépendance. Il va y avoir des conséquences sur le plan nutritionnel aussi, des troubles de la mobilité avec aussi des troubles de la marche, des risques de chute, un épuisement de les dents principales, ça c'est très très important de l'anticiper. Et puis on parlera aussi également de la phase terminale de la maladie. Nous allons d'abord juste voir une diapositive sur l'évolution cognitive. Donc cette évolution cognitive dans la maladie d'Alzheimer n'est pas linéaire. Il existe vraiment un paramètre individuel. La maladie évolue en fonction de l'individu. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en moyenne, si on se base sur le MMSE, qui est quand même l'outil le plus utilisé, eh bien, il existe une perte d'à peu près 3 points et demi par an au MMSE dans une évolution dite classique de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que vraiment le MMSE est vraiment un outil de suivi. Ça permet d'évaluer l'efficacité de la prise en charge, les bénéfices du traitement éventuel. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Alors en ce qui concerne maintenant ce qui est le plus gênant dans la maladie d'Alzheimer, je pense, ou du moins au premier plan, c'est les troubles du comportement. Alors les troubles du comportement sont très variables. Il existe des troubles du comportement dits négatifs, qui sont souvent pas gênants, comme la dépression ou l'apathie, et des symptômes qui sont beaucoup plus gênants pour l'entourage, à type d'agitation psychomotrice, de déambulation, de comportement moteur aberrant, d'agressivité verbale ou physique, de désinhibition, de cris. Le cri, c'est vraiment un trouble du comportement qu'on retrouve dans les pathologies neurodégénératives à des stades sévères et qui sont difficilement accessibles, on le verra, au traitement. Des idées délirantes, des hallucinations, des problématiques de sommeil. Alors ça, c'est une diapositive qui est importante, où on parle de syndrome confusionnel, parce qu'on a souvent tendance à confondre ce qu'on appelle la confusion et ce qu'on appelle les troubles du comportement qui sont liés à la maladie d'Alzheimer. C'est deux choses très différentes. Le syndrome confusionnel, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer chez une personne qui n'a pas de trouble du comportement. D'accord ? Le syndrome confusionnel, c'est quelque chose qui est par définition réversible. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un trouble du comportement lié à la maladie d'Alzheimer. Il existe 3 éléments sémiologiques qui sont très importants dans le syndrome confusionnel. Il existe un trouble de l'attention, un trouble de la vigilance, une altération du rythme veille-sommeil, donc avec des gens qui sont très agités, particulièrement la nuit, et un caractère très fluctuant de ces signes. Voilà. Et va s'y associer des troubles du comportement. Les gens sont souvent très agressifs, très anxieux, avec également des troubles du sommeil. Et il va y avoir des symptômes cliniques, physiques, qui vont s'associer à ce syndrome confusionnel, avec donc des désorganisations, des fragmentations de la pensée, des troubles mnésiques, des anomalies de perception, des perturbations psychocomportementales, donc des gens, je l'ai dit, agressifs, surtout très anxieux, et des signes physiques qui accompagnent la confusion, comme la pâleur, les bouffées vasomotrices, les tachys ou les bradycardies, et les problèmes également de variation tensionnelle.
Donc le syndrome confusionnel, typiquement, c'est la personne âgée qui va arriver aux urgences, qui est tombée, qui s'est fracturé la hanche, qui va être opérée, et qui pendant cette période d'hospitalisation, le passage aux urgences, la douleur, l'anesthésie, va présenter ce qu'on appelle justement un syndrome confusionnel qui va être lié tout simplement à sa pathologie, enfin, à ce qui l'a conduit à être hospitalisé, et évidemment à sa prise en charge également avec notamment l'anesthésie, les traitements antalgiques. Mais c'est quelque chose qui est réversible, c'est-à-dire que quand on a une confusion, il faut toujours chercher l'origine de la confusion, parce que si on traite l'origine de la confusion, les patients ne seront plus confus et ne présenteront plus ces troubles du comportement. Donc c'est très différent de troubles du comportement qui sont liés à une maladie neurodégénérative. Alors, devant un trouble du comportement qu'on retrouvera dans une pathologie neurodégénérative, c'est très important d'essayer de faire une évaluation avant d'envisager une prise en charge. On a trop souvent tendance à mettre des traitements médicamenteux. Or, il existe aussi une approche qui est dite non médicamenteuse, qui est important de connaître. Donc, on va d'abord faire évaluer le degré d'urgence. Voilà. C'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un d'anxieux et d'avoir quelqu'un qui est agressif avec potentiellement un entourage qui est en danger. Donc le degré d'urgence est important. Après, on va essayer bien évidemment d'interroger le patient et l'entourage, d'accord, de faire un examen clinique, parce que quelqu'un qui va présenter un état d'anxiété, ça peut être sous-tendu par une douleur sous-jacente physique liée à un problème somatique. Donc il faut toujours interroger les gens et les examiner. Rechercher cette cause somatique qui est potentiellement réversible. Rechercher les facteurs iatrogènes, c'est très important. La iatrogénie, c'est tout ce qui va être apporté par les soins, par la prise en charge. Notamment par exemple des traitements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le cas de la confusion. Quelqu'un à qui on va mettre de la morphine pour de la douleur, on sait très bien que ça peut favoriser les troubles du comportement chez les gens qui ont des pathologies neurodégénératives. Donc toujours rechercher les facteurs iatrogènes. Et puis, on va aussi compléter l'enquête étiologique, voir un petit peu quelles sont les capacités sensorielles du patient, dans quel environnement ces troubles du comportement surviennent. Quand quelqu'un présente un trouble du comportement quel qu'il soit, c'est très important d'utiliser ce qu'on appelle des techniques de soins, avec des attitudes, on verra, de communication et plus loin des attitudes de soins. Donc quand on parle à quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative, c'est très important d'éviter les différentes sources de distraction quand on communique. Voilà. Donc on ferme la porte quand on est à l'hôpital, on ferme la porte de la chambre pour pouvoir avoir un entretien plus personnel. On attire l'attention du patient, on utilise des phrases courtes, on ne transmet qu'un message à la fois, on va essayer d'utiliser des gestes pour faciliter la transmission des messages, on va répéter les messages, on peut même faire répéter les messages pour être sûr qu'ils ont bien été compris. On va poser des questions, mais des questions plutôt fermées. On va lui laisser du temps, globalement au sujet âgé, il faut lui laisser le temps de s'exprimer. C'est important aussi d'éviter d'être familier. On a tendance souvent en gériatrie à un petit peu infantiliser les patients. On rassure le patient, on va expliquer ce qu'on va lui faire, on va utiliser un langage, un ton adapté, et si jamais ça n'a pas été compris, il faut savoir reformuler. Dans les attitudes de soins qu'on va utiliser avec les gens qui ont des maladies neurodégénératives, c'est très important de rechercher les capacités fonctionnelles restantes et de les utiliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tout à la place du patient. Quand le patient est capable encore de participer par exemple, à sa toilette, c'est important de le laisser faire. Il faut aussi essayer d'installer une routine adaptée à ses habitudes. Donc ça, c'est plus quelque chose qu'on peut faire à la maison ou en institution. Voilà. Si la personne n'a pas l'habitude de faire sa toilette tous les jours, il faut essayer d'installer une routine qui sera adaptée à ses habitudes. Et si on doit faire une toilette tous les 2 jours, c'est pas très gênant. On fera une toilette tous les 2 jours. C'est important de lui laisser encore la possibilité de faire ses choix. Donc vraiment, toujours pareil, dans la même idée de ne pas infantiliser les patients, de simplifier au maximum le quotidien et de décliner les tâches en plusieurs étapes. C'est très important. Préserver l'intimité, ce qu'on oublie bien trop souvent quand on a des sujets âgés de manière générale et particulièrement quand ils ont des problèmes de cognition. Et de chercher toujours des alternatives quand un soin peut être à l'origine d'un trouble du comportement. Typiquement, une toilette qui s'effectue difficilement en présence d'un personnel soignant en particulier, on va essayer de voir si on ne peut pas faire un roulement au sein de l'équipe pour que la toilette soit effectuée par une autre personne. Ça, c'est très très important, d'essayer
avant de mettre des médicaments, de toujours chercher des alternatives potentielles. Ça, c'est une diapo qui est intéressante parce qu'elle montre un peu tout ce qu'il ne faut pas faire face aux patients qui ont des troubles cognitifs. Le cas d'une patiente qui présente donc une maladie d'Alzheimer et qui se retrouve tout d'un coup à l'hôpital pour un problème de maintien à domicile, isolée socialement et qui est totalement angoissée parce qu'elle a oublié la raison pour laquelle elle a été hospitalisée. Donc elle dit à l'infirmière, Madame, je ne sais pas ce que je fais ici, mais je veux rentrer chez moi. Et la réponse de l'infirmière qui est totalement inappropriée, vous allez la lire, mais mamie, vous avez mis le feu à votre appartement, vous ne vous souvenez donc pas. Pour la 10e fois aujourd'hui, je vous demande de retourner dans votre chambre, allez dépêchez-vous. Voilà. Donc c'est d'abord le caractère très familier, hein, l'utilisation du mot mamie, le fait de répéter des souvenirs douloureux que la patiente dans tous les cas ne va pas mémoriser, puisqu'elle va reposer la question de pourquoi elle est ici, hein, elle ne va pas l'intégrer. Et puis ce caractère très... cette façon de parler de manière très autoritaire, ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire de manière générale chez le sujet âgé, encore une fois, dans tous les cas, et particulièrement quand il existe des maladies neurodégénératives. Alors devant un trouble du comportement, vous l'aurez compris, le plus important c'est d'abord de faire un examen clinique pour rechercher une cause somatique ou iatrogène qui est à l'origine du trouble du comportement et d'essayer dans un deuxième temps d'utiliser ce qu'on appelle les méthodes non pharmacologiques de techniques de soins et de techniques de communication qu'on a vues avant. Et puis si on s'en sort pas, et ça arrive quand même très souvent, eh ben, on peut être amené à utiliser des médicaments. Voilà. Donc on les utilisera quand les techniques de soins et de communication ne sont pas efficaces, quand il existe un danger pour le patient ou bien un danger, une menace pour l'entourage, et quand ça altère l'état fonctionnel du patient. Il n'y a pas d'effet préventif. On ne va pas mettre des traitements en prévention d'une éventuelle agressivité, par exemple. On ne va pas mettre des neuroleptiques parce qu'on sent qu'un patient est potentiellement quelqu'un qui peut devenir agressif. Ça, jamais. Donc les traitements pharmacologiques dans les troubles du comportement, il y en a plusieurs. Donc les traitements antidépresseurs, hein, pour la dépression. Donc les traitements antidépresseurs, il faut savoir qu'il existe un délai entre le moment où on met le traitement et l'efficacité sur l'humeur. Donc il faut savoir se laisser au moins, au minimum, 3 à 4 semaines avant de juger de l'efficacité d'un traitement antidépresseur. Ça c'est très important. Hein. Ensuite, il y a les antipsychotiques, donc les antipsychotiques ou neuroleptiques qu'on va utiliser évidemment avant tout dès qu'il y a des troubles de type idée délirante ou hallucination. Ça marche très bien. Et puis, on peut aussi l'utiliser, notamment donc, le Risperdal, qui est à la MM pour l'agressivité, voilà, qu'on peut parfois retrouver dans les pathologies neurodégénératives. Il existe aussi des molécules anxiolytiques, donc pour l'anxiété, qui, elles, marchent beaucoup plus rapidement que les antidépresseurs. On utilisera toujours des benzodiazépines de demi-vie courte, donc ce qu'on emploie le plus, c'est le Seresta et le Xanax. Il y a des traitements hypnotiques, donc ça c'est vraiment pour le sommeil, qu'on utilise donc en fin de journée, pour faciliter l'endormissement, et qui peuvent être tout simplement utilisés de manière combinée avec les anxiolytiques. Hein, le soir, on va mettre d'abord un anxiolytique, et puis une heure après, on prendra un hypnotique. Et puis il y a d'autres médicaments de type thymorégulateur, qu'on peut aussi utiliser dans les maladies neurodégénératives, que vous connaissez probablement plus employées dans les pathologies psychiatriques telles que la bipolarité. Alors, il était important de parler aussi de la contention physique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une prescription médicale, la contention physique. Et elle doit être tout à fait exceptionnelle. Voilà. Exceptionnelle, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment uniquement quand il existe un danger immédiat pour le patient ou pour l'entourage. Voilà, c'est la seule chose pour laquelle elle peut être utilisée. Et c'est une prescription médicale et elle doit être réévaluée régulièrement. Voilà. Et on surveille quelqu'un qui est contentionné, parce qu'il existe des risques liés à la contention physique. Le fait de mettre des barrières, c'est une contention physique. Voilà, théoriquement, le fait de mettre des barrières au lit, c'est fait de manière assez systématique à l'hôpital, mais normalement, ça fait partie de la contention physique et ça doit être prescrit par un médecin. Donc on a vu la maladie d'Alzheimer, d'abord l'évolution cognitive, les troubles du comportement, et puis aussi, on va le voir, la dépendance. Je vous l'ai dit, la maladie d'Alzheimer va avoir un impact sur le quotidien, sur le retentissement fonctionnel, d'abord sur ce qu'on appelle les activités dites complexes, c'est ce qu'on appelle l'IADL. L'IADL est coté sur 8, c'est l'utilisation des transports, l'utilisation, la prise des médicaments, l'utilisation des moyens de communication.
Ça, c'est l'IADL, donc c'est coté sur 8. Les patients vont perdre en moyenne 1,5 points sur 8 en 2 ans. Et puis, après, quand les IADL vont être totalement impactés, eh bien, ça va toucher le fonctionnement de base, c'est-à-dire le fait de tout simplement se laver, s'habiller, manger, aller aux toilettes. Ça, c'est ce qu'on appelle les ADL et c'est coté sur 8. Et les patients vont perdre en moyenne 1,3 points en 2 ans. La maladie d'Alzheimer va également impacter le statut nutritionnel des patients. Le vieillissement physiologique s'accompagne bien souvent d'une perte de poids, mais la perte de poids va être significativement plus élevée et plus fréquente chez les déments par rapport aux patients qui n'ont pas de maladie neurodégénérative. Cette perte de poids ne concerne pas uniquement les stades sévères de la démence, d'accord ? C'est-à-dire que même on pense même parfois que la perte de poids peut précéder le diagnostic de la démence. Mais par contre, le risque de perdre du poids augmente avec la sévérité de la maladie d'Alzheimer. Et on le sait, la dénutrition est un facteur de mortalité très important. Donc là, c'est pour vous montrer à quel point la perte de poids est problématique chez les sujets âgés, avec donc la perte de poids qui va favoriser des infections, les sarcopénies, qui est la perte de la masse et de la force musculaire, les chutes, les fractures, et puis l'entrée dans la dépendance physique, avec ce caractère irréversible. Quand on est dépendant des autres physiquement, AIT, cet état de dépendance est un état irréversible. Cette diapositive pour vous montrer que véritablement la perte de poids est aussi un facteur de risque très important de mortalité, puisque le risque relatif de décès est élevé lors d'une perte de poids importante, mais c'est aussi pour vous montrer que quand on prend en charge les gens correctement et surtout rapidement, quand ils perdent de poids et qu'ils ont une maladie neurodégénérative, le fait qu'on ait une intervention nutritionnelle efficace, on diminue ce risque de décès. Il existe plusieurs causes à la dénutrition dans la maladie neurodégénérative. Au début de la maladie, c'est simple, les gens ils oublient de manger. Donc au début, les choses bêtes à faire, c'est tout simplement de faire passer du monde au moment des repas, d'avoir une présence physique, d'assurer le portage des repas. Ce sont des petites choses, mais ça permet de pallier au début aux problématiques de perte de poids. Ça, c'est vraiment dans les stades légers. Et puis, au fur et à mesure de la maladie, il va y avoir d'autres problématiques, et notamment les troubles du comportement alimentaire, avec de l'anorexie qui va être liée à cette maladie neurodégénérative et qui va être beaucoup plus compliquée à gérer sur le plan médical. Et puis, il existe d'autres hypothèses, notamment l'hypothèse d'élévation des dépenses énergétiques, des hypothèses de perte de poids qui seraient en rapport avec l'atrophie du cortex temporal interne, des perturbations hormonales et biologiques. En ce qui concerne les troubles du comportement alimentaire qui sont liés aux maladies neurodégénératives, il existe une échelle qui s'appelle l'échelle de Blandford et qui permet tout simplement de les mesurer, de les quantifier avec des comportements différents, des comportements sélectifs, des comportements de résistance, d'opposition, des problématiques d'agnosie et de dyspraxie buccale. Voilà, donc ça, ce sont des troubles qui sont liés au déficit cognitif, à la confusion et à l'inattention. Et puis, on a plus tard des dysphagies oropharyngiennes qui vont tout simplement engendrer une perte de la coordination neuromusculaire au cours de la mastication et de la déglutition. Les gens qui ont des maladies neurodégénératives à des stades très avancés présentent très souvent des troubles de la déglutition avec des problématiques de pneumopathie d'inhalation à répétition. Ce qui est important de connaître dans les problématiques de dénutrition liées aux maladies neurodégénératives, c'est que vraiment les interventions sont efficaces. Il existe de nombreuses études qui montrent que l'intervention nutritionnelle permet aux patients de reprendre du poids et donc de limiter les complications liées à la dénutrition dans la maladie d'Alzheimer. C'est très important également d'éduquer les aidants. De manière générale, c'est très important d'impliquer les aidants familiaux et professionnels quand on prend en charge un patient qui a une maladie d'Alzheimer. Il est important aussi de souligner l'importance de l'activité physique, tout simplement par la marche quotidienne. On dit souvent 30 minutes de marche par jour, c'est très très important. Alors chez un sujet âgé, ça peut être tout simplement le fait de se mouvoir un peu tous les jours et de continuer à utiliser ses capacités fonctionnelles restantes. Donc c'est très important d'assister là-dessus aussi. La maladie d'Alzheimer va également affecter la mobilité, donc avec des troubles de la marche qui sont présents chez plus de la moitié des patients 3 ans après le diagnostic, un risque de fracture
et de chute nettement majorées. Ça aussi, il existe des moyens d'anticiper tout simplement les, les chutes et les complications qui en résultent. Donc en sécurisant le domicile, en luttant évidemment contre la dénutrition, parce que plus on est dénutri et sarcopénique, et plus on risque tout simplement de se fracturer quelque chose hein, quand on tombe. De faire vraiment passer le message positif euh, du maintien de la fonction motrice sont toujours pareil, c'est-à-dire que les gens font ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire à la place d'eux, c'est très important. Et je réinsiste aussi sur l'activité physique. Alors l'épuisement de l'aidant, très important également à prendre en compte, hein, parce qu'un aidant épuisé, c'est forcément un couple malade aidant qui va mal. Cette diapositive, c'est pour vous montrer que vraiment que le fait d'être aidant principal de quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, c'est vraiment impactant sur sa vie. Euh, Quand on prend un mois ça fait 720 heures. Quand on prend quelqu'un qui va travailler pendant ce mois, qui a un travail tout simplement, il travaille en moyenne 140 heures. Un aidant principal, des études ont montré qu'il va travailler en moyenne 286 heures par mois. Euh, avec un tiers du temps qui va être utilisé pour les activités instrumentales, faire la cuisine, faire les courses, accompagner le malade chez le médecin, gérer tous les problèmes administratifs. On parle souvent des dents principaux qui sont des personnes âgées également. Hein. 23% de l'activité, ça va être des activités de base. Aider le patient à se laver, à s'habiller, le faire manger. 13% activités sociales et de loisirs qu'on va essayer de partager avec le malade. Donc ça c'est vrai au début de la maladie. Quand la maladie avance, bien évidemment, il n'y a plus d'activité sociale et souvent l'aidant principal va lui aussi se priver d'activités sociales et de loisirs. Et puis surtout, et ça c'est important, près d'un tiers du temps qui va être porté sur de l'attention. On va être en permanence vigilant sur le comportement, surveiller l'apparition d'éventuels troubles du comportement, des stratégies de résolution de conflits. Tout ça, ça prend un temps important. Et c'est donc très important de prendre en compte vraiment l'épuisement de l'aidant principal et de l'anticiper, de le prévenir. Donc il existe des possibilités de soutenir les aidants principaux il existe des réseaux, des associations, la plus connue c'est France Alzheimer, des groupes de parole. On va essayer de diminuer la charge de travail à domicile en faisant passer des aides professionnelles, en pouvant placer le patient en accueil de jour sur des structures de type EHPAD, des hébergements temporaires, hein, pareil, sur des EHPAD pour soulager les dents principales. On va aussi beaucoup former et informer. D'accord, il existe des moyens d'être formés pour les aidants à la maladie d'Alzheimer, pour bien reconnaître, pour expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer et pour surtout reconnaître les troubles du comportement, les repérer, les comprendre et pouvoir avoir une attitude appropriée face à un patient qui a des troubles du comportement. Donc, un petit mot sur la phase terminale de la maladie. Bien souvent, les gens qui ont des maladies d'Alzheimer et qui arrivent en fin de vie sont des gens qui sont extrêmement donc, dépendants physiquement. Je vous l'ai dit, les 4 dernières années sont médicalisées, donc ce sont des gens qui sont souvent en institution, qui sont souvent aussi hospitalisés. Donc c'est très important, de manière générale, et particulièrement quand il y a des maladies neurodégénératives, d'avoir désigné une personne de confiance et aussi de pouvoir avoir des directives anticipées. À partir du moment où on diagnostique une maladie neurodégénérative, encore en 2021, on rentre dans une maladie chronique incurable. Voilà. Et si les gens ne décèdent pas d'autre chose, voilà, ils décéderont bien souvent de problématiques liées à des troubles de la déglutition et donc à des pneumopathies d'inhalation répétée. Donc c'est important quand on diagnostique une maladie d'apporter des informations aux personnes qui entourent le patient sur ce caractère à ce jour encore incurable, sur l'évolution globale de la maladie, la durée de la maladie, les complications de la maladie, et donc de pouvoir rédiger assez rapidement ce qu'on appelle des directives anticipées, toujours dans le respect de la dignité du sujet. Il est important de savoir que quelqu'un qui est en fin de vie de maladie d'Alzheimer, qui est dépendant physiquement, qui présente des troubles de la déglutition, il est important de rester toujours dans une dynamique de prise en charge dite
raisonnable. Donc on est vraiment dans une prise en charge palliative. À partir du moment où on a quelqu'un qui est physiquement dépendant, qui a des troubles cognitifs avancés, on est vraiment chez quelqu'un qui relève d'une prise en charge palliative, donc pas d'obstination déraisonnable. Et notamment pas d'alimentation artificielle, pas de sonde nasogastrique, pas de gastrostomie. Ça c'est très important. Cette diapositive vous reflète bien ce que je vous ai dit, à savoir que les gens qui décèdent d'une maladie neurodégénérative, s'ils ne sont pas décédés d'autres choses, vont décéder des suites de pneumopathie d'inhalation qui sont liées à des troubles de la déglutition, liées elles-mêmes aux maladies neurodégénératives. Alors, cette diapositive, c'est une diapositive qui porte sur la perception pronostique. C'est une étude qui avait été faite en maison de retraite et on avait demandé tout simplement aux soignants s'ils pensaient que les résidents, en fonction de leur pathologie, étaient tout simplement relevés d'une prise en charge palliative et est-ce qu'ils risquaient de mourir dans les 6 mois. Et on s'est rendu compte que l'espérance de vie qui était donnée par les soignants était souvent surestimée. Parce que les soignants avaient dit qu'il y avait seulement 1,1% des patients qui étaient perçus comme en fin de vie, alors qu'en fait 75% d'entre eux étaient décédés dans les 6 mois. C'est vraiment important de mettre en lumière que le fait que quelqu'un soit dépendant physiquement, donc incapable de se déplacer seul, et présentant des troubles cognitifs à un stade avancé, relève vraiment d'une prise en charge palliative. On peut faire une comparaison objective avec les cancers et encore, il y a de nombreux cancers à l'heure actuelle qui sont parfaitement contrôlés, voire un bon nombre qui sont guéris. Les points clés sur la maladie d'Alzheimer, c'est la plus fréquente des démences. C'est une maladie qui est chronique, avec une durée moyenne de 10 ans. Il est important de faire un diagnostic précis et au moment où on porte le diagnostic, c'est important de donner de l'information sur l'évolution typique de la maladie et surtout de prévenir des potentielles complications auxquelles devra faire face le malade et son aidant. C'est d'abord et avant tout une altération de la mémoire, mais ce n'est pas uniquement une maladie de la mémoire. C'est une maladie pour laquelle il va y avoir un retentissement sur le plan fonctionnel et un retentissement sur l'entourage. Cette maladie va évoluer donc d'un stade léger à un stade terminal sur un temps, je vous l'ai dit, de 8 à 12 ans. Et les principales complications à retenir, c'est la perte de poids, les troubles de l'équilibre et des chutes, et les troubles du comportement. Je pense qu'il manque aussi dans cette diapositive l'épuisement de l'aidant principal. C'est vraiment important parce que si l'aidant principal il est épuisé, c'est le couple aidant-patient qui sera en difficulté, particulièrement quand ils vivent à domicile. Voilà. Donc la présentation est terminée. Merci pour votre attention.